Cette idée d'aller rouler à moto sur les glaces de l'Arctique tournait à l'obsession et mon père, avec qui je vivais, le savait. Pour arriver jusqu'ici, au seuil de mon défi, j'ai roulé 36 000 km, 267 jours depuis le détroit de Gibraltar. J'ai traversé ces derniers mois toute la Sibérie, en direction de l'inaccessible détroit de Bering. J'ai bravé les routes englacées de l'Alaska, celles du Yukon et des territoires du nord-ouest canadien, au plus dur de l'hiver. Je savais qu'il me faudrait attendre l'hiver polaire pour profiter des ponts de glace qui enjambent les rivières et affronter des températures extrêmes autour de moins 50 degrés Celsius. J'ai toujours roulé seul et sans assistance, sans outil de navigation, sans boussole, sans carte, ni GPS. Depuis mon premier tour du monde, c'était bien plus qu'un principe, c'était devenu une philosophie. Cela fait des mois que j'attends de vivre ces journées insensées, où je descendrai les routes de glace jusqu'à l'océan glacial arctique. Je vais enfin pouvoir glisser et voler au-dessus de cette glace fracturée par cette mer qui respire. L'aiguille du thermomètre que j'ai fixée à mon guidon est restée bloquée contre sa butée et marque moins 70 degrés Celsius. À ces températures, l'air glacial brûle la peau comme la flamme bleue d'un chalumeau. Le métal et les câbles électriques cassent comme du cristal. J'irai rouler sur la mer polaire. L'idée me plaisait. Pour cette dernière étape de 900 km, je n'ai pris dans mes bagages que le strict minimum. Juste de quoi survivre quelques jours en cas de problème. J'ai dû soulager au maximum cette machine déjà très lourde de 450 kg. Depuis quelques semaines, je perds peu à peu l'usage de mon bras gauche. Embrayer devient difficile. Je me suis promis de ramener des images. Alors je fais voler mon drone, je pose des appareils photos sur le bord des routes, je fixe des caméras sur le capot des camions qui sillonnent le Grand Nord. J'aurais pu débuter cette histoire ce soir-là, mais vous n'auriez pas compris les raisons profondes de ma motivation. Take care. Take care. Come back. Yes. If I don't see you more, one route, one way. Merci, monsieur. D'ailleurs, autour de moi, personne ne sait pourquoi je repars. Je garde secret pour l'instant la raison pour laquelle je reprends la route. Retournons à l'année 2010, au jour où ma vie ne sera plus jamais comme avant. Dans ma vie d'homme d'affaires, j'avais traversé des crises majeures sans dommage. La crise immobilière de 93, la bulle Internet en 2000, la grande crise argentine en 2001.
Mais cette fichue crise financière en 2008, celle dite des subprimes, est arrivée à un bien mauvais moment. Sans entrer dans le détail, en quelques semaines, au début de l'année 2010, je perds tout ce que j'ai construit en 25 ans. Je finis ruiné. Mes comptes sont dans le rouge, ma femme repart aux États-Unis, ma mère meurt, mon père est victime d'un infarctus, ma famille se disloque. Comme pour éviter le pire, je me raccroche à tout ce qui me fait du bien. Ma passion pour la photographie, les voyages dans les contrées les plus reculées de la planète et l'écriture, celle qui raconte mon aventure. En 2011 et 2012, l'album photo Road Angels et son récit éponyme relancent ma nouvelle vie. Mon ami cubain Chino Lopé me disait souvent « L'ordre est le plaisir de la raison, quant au désordre, c'est le plaisir de l'imagination. » C'est dans ce désordre que j'ai décidé de réécrire ma vie. Si pour la presse, il s'agissait de partir ou mourir dans une quête désespérée, pour moi, je voulais seulement retrouver les chemins de ma résilience. Tu vas filmer, tu vas raconter ton histoire. J'ai acheté des boîtiers photos qui vont servir à être traités aux autres pour que je puisse être filmé et photographié par des inconnus. J'ai perdu mon père l'année dernière et on est allé disperser les cendres de mon père dans son village natal que je connaissais pas. Non. Coucou. J'ai laissé filmer des amateurs et bon, moi j'ai eu le temps de beaucoup pleurer, mais bon, c'était... Depuis quelques années, j'avais beaucoup baroudé. J'avais traversé presque tous les continents, Amérique, Europe, Asie, Océanie. Je m'étais enfoncé au plus profond de la jungle indonésienne, sillonné les hauts plateaux tibétains, pénétré les territoires interdits de Birmanie. J'avais surpris les papous manger de l'homme dans les jungles inaccessibles de l'Irian Jaya. J'avais immortalisé de nombreuses minorités menacées de disparaître. J'ai relevé les défis de la solitude, de la marche dans les endroits les plus accidentés d'Asie et la douleur. Nager dans les eaux glacées du lac Pumayumko au Tibet, à plus de 5000 mètres d'altitude. Et pourtant, mon appétit de découverte est resté intact. J'ai appris avec le temps qu'il n'est pas nécessaire de gagner à la loterie pour mettre les voiles. Sinon, on risque bien de rester éternellement à quai. En réalité, on peut se lancer dans l'aventure sans que l'argent soit véritablement un obstacle. On dit bien que le plus dur dans le voyage, c'est de franchir le pas de la porte. Ce concerto, donné dans l'église San José Martí, me prend aux tripes. Le départ est toujours un moment spécial, un mélange d'excitation où les émotions, les sensations et les souvenirs se bousculent. On imagine parfois le pire. Partir du port des Trois Caravelles à Palos de la Frontera est un clin d'œil à mes origines. Il met mon voyage en perspective et donne une échelle humaine à mon défi. Y aquí, en el muelle de las Carabelas, comienza oficialmente la ruta Colón de Eric Lobo. Je me suis d'ailleurs demandé ce qu'avait pu ressentir Christophe Colomb à la veille d'un voyage aussi incertain que le sien. Un demi-millénaire plus tard, je pars vers les mêmes terres que lui, mais en prenant le globe en sens opposé, en direction du détroit de Bering. La moto est partie neuve. Je la teste dans des endroits très rudes pour cette jeune Harley Davidson taillée pour les villes. Ceux qui me connaissent me trouvent d'un calme inquiétant. Paradoxalement, les plus observateurs d'entre eux peuvent sentir mon impatience. Les 5000 premiers kilomètres jusqu'à Saint-Pétersbourg vont me servir de tour de chauffe. Je trace la route et commence d'abord par tester mon endurance en direction du nord, jusqu'à rejoindre les autobahns allemandes.
où il m'arrive d'être dépassé à 2 fois ma vitesse. Il me reste à peu près 3000 km à faire sur 3-4 jours. Je prends la route la plus au nord, par Copenhague, où se trouve mon tatoueur, Uffe. J'ai bien conscience que l'aventure va véritablement commencer avec mon entrée en Russie. Je voudrais qu'il termine ce tatouage, qui rendra hommage à mon père pendant mon périple et éloignera les mauvais esprits sur ma route. La tête de loup symbolise mon père. Elle est placée entre les ailes des anges de la route qui m'ont protégé lors de mon premier tour du monde. Pour obtenir mon visa russe, j'avais pris contact avec les membres de la Fédération motocycliste de Russie. Mon intuition m'avait également recommandé de me rapprocher des loups de la nuit. La relation que ces bikers russes entretiennent avec le Kremlin de Moscou me facilitera peut-être l'accès à certaines régions. Cette aventure s'annonce encore plus risquée que la précédente. Dans l'impressionnant quartier général de Sexton, à Moscou, je rencontre leur président. I say in Russia, есть Бог на небе, а Россия на земле. Ангел-хранитель Эрик, хирург ночные волки, Россия. This is what I wrote to you in your motorbike, and it means that God it's a heaven. Khrilour est à la tête d'un groupe de 4 à 5 000 bikers, tous disciplinés comme des centurions. Ces patriotes, généralement orthodoxes, véhiculent une image forte. On les surnomme les anges de Poutine. Je sais que je peux compter sur leur aide et leur disponibilité sans faille. La solidarité est l'une des valeurs que l'ex-URSS leur avait enseignées. Certains vont m'héberger, d'autres me protéger. Tous partageront avec moi fraternité, amour et moments d'échange précieux. Ils me mettent également en garde sur les dangers auxquels je m'expose sur la route. Une conversation avec Khrilour me conduit à Grozny, où les loups de la nuit viennent d'ouvrir un nouveau chapitre. Le président d'honneur est l'homme d'État russe Ramzan Kadyrov, le président de la République de Tchétchénie. Khrilour l'appelle devant moi pour lui annoncer ma visite. Pendant mon séjour sur leur territoire, Akraman et Zelimchan me guideront partout pour une meilleure découverte de cette région particulière du Caucase. Malgré leur froideur, ils m'ont réservé un très bon accueil. Je dois retourner à mes objectifs. Il est temps de reprendre la route. Je remonte plein nord par le Daghestan et la République Kalmouk, avant de rejoindre, au bord de la Volga, les loups de Saratov puis ceux de Samara. Ici, je rencontre 2 trentenaires, des vétérans de la guerre de Tchétchénie. Eux aussi me mettent en garde contre les mauvaises rencontres. Ils vont m'aider à compléter mes équipements. Fusée anti-ours, ration militaire de survie. Ce détour par la République de Tchétchénie a rallongé mon périple de 6000 km et décalé mon arrivée à Novosibirsk, prévue début juillet.
Pour accélérer mon immersion, les loups de la nuit me mettent en relation avec leurs médias et leurs télé régionales pour générer de nouveaux contacts. Je présente mon projet à la presse du Tatarstan et raconte mon histoire. Igor Morozov, mon ami sibérien, m'attend depuis quelques jours. Avec lui, nous avons envisagé, lors de sa visite en Provence, de rejoindre la côte du Pacifique à Magadan, par la très dangereuse route des prisonniers du Goulag. Il me manque encore 2700 km de route très cassante, truffée de nids de poules, avant d'arriver jusqu'à Novosibirsk. À 800 km de Novosibirsk, je casse pour la 3e fois une vingtaine de rayons. Ce choix de roue à rayons commence à m'inquiéter. Cette réparation de fortune, malgré une jante restée ovale, me permet tout de même d'arriver à bon port. Il y a 6 ans, Igor m'avait proposé de l'aide et m'avait rapatrié jusqu'à son garage. Je venais de m'écraser violemment contre une lada. Blessé à la jambe, l'avant de la moto brisé, ma convalescence s'est faite dans son garage. Le présent voyage, passablement improvisé avec très peu de moyens, m'oblige à m'exposer publiquement dans les médias. Toujours à la recherche de ce fameux contact pour rejoindre la région de Chukotka où se trouve le Bering. Peu après l'interview, je rejoins Igor dans le bar qu'il vient d'ouvrir. Au pied d'un bâtiment industriel trône une petite moto de cross qu'il vient d'acheter pour m'accompagner. Nous fêtons généreusement nos retrouvailles. Après quelques verres de vodka, Igor m'annonce qu'il ne m'accompagnera pas sur ce projet qui nous anime depuis 3 ans. Alors pourquoi avoir attendu que je sois là pour me le dire ? Nous avons pourtant échangé cette semaine. Il n'y avait pas l'ombre d'un problème. Peut-être ne me croit-il pas capable de réussir avec cette moto-là. Pour me faire avaler la pilule, il me propose de me conduire dans les montagnes de l'Altaï. Ce changement de programme va me laisser le temps de rebondir et de réfléchir à la suite à donner. Les essais en Provence, qui avaient fait la une des magazines, ne l'ont pas convaincu sur ma capacité à traverser la taïga avec cette machine de 450 kilos. Peu importe ce qu'il en pense, je n'ai pas choisi cette moto par hasard. J'ai d'abord choisi une moto qui me donne du plaisir, une moto qui me ressemble. Elle est certainement imparfaite, mais elle est robuste comme moi, généreuse avec un gros cœur et élégante. Ironie du sort, c'est un clou dans la moto d'Igor qui va nous éloigner quelque temps. Peut-être va-t-il regretter d'avoir abandonné ce projet. En traversant la taïga, mon pilotage avec cette moto me confirme ses possibilités. Ma navigation à vue devient plus précise. Je ne sais pas comment ni avec quels moyens je rejoindrai les glaces de l'Arctique.
Voyager sans outil de navigation s'est imposé à moi tout naturellement, dès mon premier grand voyage. De la sorte, je ne savais pas ce que j'allais découvrir, ni comment j'allais pouvoir m'en sortir. Et je trouvais ça très excitant. Chaque jour, mon streetbob découvre de nouveaux horizons et gagne en liberté. Раша, говно! Щит говно! А ты видео еще снимаешь. De retour à Novosibirsk, Igor tient à jeter un dernier coup d'œil à ma moto avant que je cingle vers l'est. Au fur et à mesure que j'avance dans ce défi, la moto se transforme, s'adapte, car elle n'aura plus droit à l'erreur dans le grand froid. Alors, on la renforce. Mon élan en direction du Baïkal est interrompu par le dépannage d'un couple de jeunes motards. Le moteur de leur machine vient de casser. Cette fois, c'est le tracteur américain qui va les remorquer sur 250 km jusqu'à la ville d'Irkoutsk. On peut parler de roulette russe lorsque, reliés à une courroie, nous doublons les camions à plus de 90 km/h. Quelques jours plus tard, à 1700 km plus à l'est, j'approche la ville de Mogotcha, qui m'évoque l'affreux souvenir de l'assassinat de mon ami Barsoukov, surnommé Scout. La fraternité entre bikers a cette particularité de développer des liens forts entre nous. Au Baïkal, je l'avais rencontré en même temps que le basque Jesus et la jeune Zvieta Filatova. Si j'ai décidé de faire fi des avertissements d'éviter à tout prix la ville de Mogotcha, jugée trop dangereuse, c'est pour comprendre ce qui s'est passé. La version officielle du meurtrier alcoolique ne me convenait pas. Nos soirées passées ensemble m'avaient marqué. Et cette injustice m'obsédait. Au pied de sa sépulture, j'entends encore la voix de mes amis, les rires de Scout et la guitare de Jesus. Je retourne sur cette route, aux étapes interminables. Si la route est souvent dangereuse, la plupart du temps, elle est belle et ludique. Les poussées d'adrénaline sont légion tant les chauffards sont nombreux. Je roule régulièrement 10 à 15 heures par jour. Le plaisir de rouler est plus fort que le danger, même si le danger est souvent extrême. Certaines étapes m'obligent à rouler de nuit. Ces longues heures dans l'obscurité ressemblent à une partie de poker avec le diable, tant les pièges sont nombreux.
Au bout du continent eurasiatique, le Kamtchatka. Au milieu des volcans et des fougères. Je parfais mon pilotage dans ce cadre exceptionnel composé de paysages dignes de premier matin du monde. Je me résous à remettre à plus tard mon assaut vers l'Arctique. Je n'ai pas réussi à obtenir l'autorisation administrative d'approcher le Bering. Mon visa est en fin de validité, le froid tarde à venir et la moto réclame une sérieuse révision. Les intersaisons et les changements de climat imposent une logistique précise. Mes caisses sont vides, mais j'ai imaginé un plan pour me refaire, qui va justifier mon détour par la Corée du Sud. Si je veux pouvoir retourner en Russie, il me faut un nouveau visa et remettre la moto en état. Si je veux rejoindre le Grand Nord américain, il me faut trouver de l'argent pour changer de continent. Pour l'instant, je n'ai même pas les moyens de m'équiper pour le grand froid. J'accepte de l'aide de mes petits sponsors et de quelques followers. Pour eux, je fais fabriquer des souvenirs en rapport avec mon aventure. Des objets collecteurs qui m'aideront à financer de nouveaux kilomètres. Un patch, une casquette qui porte mes couleurs, me permet de parcourir 200 km supplémentaires. Enthousiasme inattendu, presque incroyable, ils m'ont réservé en une seule nuit 300 articles. Mes followers veulent voir cette aventure se poursuivre. Je m'engage à être leurs yeux et à prolonger leurs rêves. Ils sont des milliers à me suivre depuis des mois. Certains même me suivent depuis 5 ans. Je peux enfin imaginer une suite à mon histoire. Arrivé au Canada sous des températures un peu trop clémentes pour mon projet, je mets en place une stratégie pour monter à l'assaut de ce grand nord américain, avec en ligne de mire la mer polaire. Physiquement et mentalement, je me sens prêt. La Russie m'a entraîné au meilleur des pilotages. La machine est presque au point. J'ai vu ses faiblesses et mesuré sa force. Maintenant, reste à savoir quelle route va me conduire au-delà du 66e parallèle de latitude nord. Dans un docu-reality show, Le Convoi de l'Extrême, j'ai vu que la route J.W. Dalton rejoint la mer de Beaufort en montant jusqu'à Prudhoe Bay en Alaska.
Si des trucks y parviennent, je ne vois pas ce qui m'en empêcherait, même si les conditions climatiques annoncées semblent inhumaines. Je suis très prudent avec ces émissions de télé-réalité qui s'adressent à un public qui n'ira jamais là-bas. La pression monte. J'accueille les bonnes ondes de tous, y compris celles de mes parents qui me regardent depuis là-haut. Dès janvier, je sais que le froid arctique cherchera sans répit à me réduire en glaçons si le feu cesse de crépiter à mes côtés. En Colombie-Britannique, le plus grand des hasards m'a conduit dans la petite ville de Hope, devenue célèbre par Stallone dans le film Rambo. Dans ce havre de paix pour retraités canadiens, je vais mener ma mini-révolution. Avec Ricky, un mécanicien passionné de Rat Road. Épave roulante sous stéroïdes. Dans cette ville encerclée de montagnes massives, la nuit tombe à 16 heures, comme un rideau de théâtre. Je propose à Ricky d'installer des skis sur ma moto pour rejoindre le Grand Nord. Cette idée saugrenue ne semble même pas le désarmer. Pendant qu'il réfléchit au projet, je m'enfonce par les chemins de montagne pour m'acclimater à l'hiver, pour garder la forme en attendant l'arrivée des températures polaires qui donneront le top départ de mes premiers assauts. Quand je roule à travers les forêts, j'ai toujours un œil prudent sur les abords. Car je suis sur le territoire des ours et des orignaux. Pendant que l'hiver s'installe à l'extérieur, je profite de la chaleur du garage pour préparer ma machine. Je visse chaque clou, 350 par pneu, dans la gomme dure. Loin des bureaux d'études, ici, c'est l'intuition et le bon sens qui président. Je retrousse mes manches et pour la première fois, je vais souder, poncer, couper du métal pour faire naître cet accessoire indispensable qui va non seulement la rendre inoubliable, mais surtout qui va élargir mon territoire de découverte. L'environnement se durcit brutalement pour la moto. Au Québec, il est interdit de circuler entre le 15 décembre et le 15 mars. Mais personne ne s'en plaint car les motoneiges prennent le relais. J'ai choisi le plus froid de l'hiver pour arriver à mes fins, car j'ai besoin de sol dur. Un rendez-vous galant va augmenter mon exposition au danger, m'obligeant à emprunter une route que tous me déconseillent. Personne ne sait si elle est carrossable à moto.
trop dangereuse en cette saison. D'autant que 2 bons mètres de neige sont tombés ces dernières heures et des avalanches entravent la route. Le nom de cette route, la Cassiar. Elle rejoint la route de l'Alaska à son extrémité. Bloqué par une avalanche, je passe la nuit dehors, par moins 37 degrés Celsius. La route est dégagée. J'ai pour seul compagnon le froid et la solitude. Après avoir parcouru tous ces kilomètres pour arriver jusque-là, j'apprends à Whitehorse que la Dalton Highway en Alaska ne permet pas en réalité d'aller jusqu'à l'océan. Les champs pétrolifères en interdisent l'accès à seulement 25 km du but. Si cette information est confirmée, elle brise définitivement mon rêve. Je n'ai aucun autre plan pour l'instant pour tenir ma promesse. Existe-t-il un autre accès routier qui mènerait à l'océan Arctique ? Pour moi, la Dalton Highway était la seule du continent américain. Longue de 666 km, symbolique, amusante, elle est classée parmi les plus dangereuses du monde. Même si chaque jour j'offre à ma moto une moisson de paysages, je ne suis pas là pour ça. Je me souviens qu'un gars de Montréal m'avait recommandé de monter au moins jusqu'à la petite ville de Dawson, dans le Yukon. J'ai consulté rapidement les cartes satellites internet au motel. Je n'ai pas vu de route pour m'y rendre. Et puis il manquerait encore 1 millier de kilomètres pour arriver à la mer polaire. Pour cet ami québécois, l'histoire avait été moins compliquée. Il avait rejoint Dawson à motoneige. Une fois de plus, j'approche mon objectif sans pouvoir l'atteindre. En quittant Whitehorse, j'apprends que ma solution se trouve vers la ville de Dawson. Il y a bien une route qui monte vers le cercle polaire, me dit-on. Je finis par trouver cette ville d'orpailleurs rendue célèbre par la ruée vers l'or du Klondike et les récits de Jack London. Elle a gardé son allure de Far West, elle mérite le détour. Attachés aux rambardes des saloons, comme dans les westerns, les motoneiges remplacent les canassons. Les gens disent qu'il fait nuit presque 6 mois de l'année. Je comprends mieux la recommandation du Québécois, mais ce n'est pas suffisant. Au Downtown Hotel, j'ai goûté au cocktail spécial du taulier. Un alcool blanc dans lequel trempe son gros orteil momifié, amputé il y a quelques années, qui a fait sa réputation. Je participe à une loterie pour le pari modique de $20. J'ai le droit de planter un piquet numéroté dans la neige.
Il me permet de gagner une machine d'une valeur de 10 000 $. L'originalité de cette loterie, la motoneige est larguée par hélicoptère vers les piquets numérotés. Le plus proche gagne la machine cabossée. J'adore l'esprit de ces chercheurs d'or, de ces explorateurs et aventuriers en tout genre. Au milieu d'eux, je me sens plus capable, encore plus vivant. Ce monde quasi sauvage est stimulant. Pour que le moteur trouve encore de la ressource, j'ajoute régulièrement à l'essence des additifs d'octane. Aussi dangereuse que la Dalton Highway, mais plus longue, la Dumpster, 726 km jusqu'à Inuvik, en territoire Gwich'in. À Inuvik, on trouve l'unique route de glace de tout le territoire américain qui utilise la mer polaire. Ce pont de glace de 200 km conduit au village inuit de Tuktoyaktuk. Personne n'est capable de me dire si je vais pouvoir la chevaucher. C'est pourtant l'unique solution, mais je reprends espoir. La Dumpster suit une ancienne piste de chien de traîneau. La fenêtre de tir est étroite, je n'aurai pas une seconde chance. L'année prochaine, cette route de glace au-dessus de la mer n'existera plus. J'arrive enfin aux portes du paradis, même si ma raison pense le contraire. Pourquoi l'enfer est-il si beau? Aussi fragile qu'un flocon de neige, au milieu de ces paysages oniriques, l'homme est remis à sa place. Si la nature se fâche, elle aura vite fait de me gommer du paysage. J'ai atteint un point de non-retour. Je suis à moins de 900 km de mon but, sur un trajet que l'on vient de me griffonner sur un bout de papier. Tout semble simple, binaire, radical. L'erreur est interdite. Le froid n'a rien d'inconfortable ici. Il est brutal, agressif, mordant, sans aucune émotion et vite fatal. La partie se joue avec lui, jamais contre lui. Par conséquent, je ne résiste pas, je ne m'obstine pas. J'anticipe tout ce que je fais. Je maîtrise mes trajectoires avec une extrême douceur. Je ne procrastine pas. Je reste concentré. Et surtout, je remercie les anges de me laisser progresser. Si je veux remporter ce défi, c'est maintenant ou jamais. L'hiver prochain, le pont de glace entre Inuvik et Tuktoyaktuk, au-dessus de la mer polaire, ne sera plus carrossable. Et donc, le récit de ce défi ne pourra plus jamais être écrit. Après avoir réussi à franchir cette zone marquée de rouge, qui souligne son extrême danger sur 430 km, j'arrive à Eagle Plains. Au lodge qui marque l'étape, on me fait comprendre qu'il est préférable de rester à l'abri quelque temps et attendre que le vent tombe. Par ces températures, en dessous de moins 40, sous une tente ou à $200 la nuit, je ne sais pas ce qui est le plus douloureux. Car j'ai l'impression que ce vent ne cessera jamais. Je viens de faire le point météo. On m'annonce une température de moins 47 et un vent par rafale mesuré à 120 km/h. Y aller est une pure folie. Abrite-toi du vent derrière un camion, me conseille-t-on. Mais je préfère écouter mon intuition et rouler seul. C'est plus sûr. Je compte sur mon centre de gravité bas et sur la compacité que nous représentons avec ma machine. Mon bras gauche ne me sert presque plus, mais il ne me fait pas souffrir. Je ne peux ni attendre plus longtemps, ni remettre à l'année prochaine. J'ai bien compris que la route de glace n'existera plus, si tant est que je puisse l'atteindre. Plus loin, un gars dans un pick-up tente de me dissuader de continuer. Il vient de m'annoncer la présence d'une énorme tornade. J'avais eu raison de me méfier. Un truck de 28 roues vient de se faire jeter hors de la route, prenant la vie de son chauffeur.
Cette fois, c'est à mon tour d'entrer dans la tornade. Pas le temps de prier. Je m'accroche à mon guidon de toutes mes forces et ouvre les gaz à fond, en hurlant la Marseillaise dans mon casque pour me donner du courage. Je me fais brasser avec une telle violence, la furie du vent m'a presque stoppé net. La moto plafonne à 50 km/h. Puis dans l'œil du cyclone, j'ai tout juste le temps de reprendre mes esprits et mon souffle, avant de replonger dans cette furie qui me prend par la gauche. Cette fois, j'ai cru que j'y passais. Le relief des monts Richardson vient de bloquer le vent. De l'autre côté de la montagne, un Parelli m'accueille, affichant 3 soleils. Je dois veiller sur l'usure de mes skis. Abrasif, le pergélisol peut détruire rapidement mon ski si je le pose trop longtemps. Je dois penser aux 4000 km de routes englacées qui m'attendent au retour. Je prie pour qu'aucun rayon ne casse. Mes rayons en ferraille de Sibérie vont tenir. Je suis confiant. Je fonce à présent vers l'océan de glace. Il traque du regard les imperfections du sol. Les changements de couleur de la glace, les dunes de neige qui traversent la route poussées par le vent. Je traque les failles, les fissures perpendiculaires, celles dans le sens de la route. J'évite les trous et les fissures profondes entre les plaques de glace en mouvement. Arrivé à Tuktoyaktuk, les questions se bousculent. Quelle réponse suis-je venu chercher ici? Le bonheur dans l'accomplissement, le défi, ou reprendre le contrôle de ma vie? Je roule maintenant à 120 km/h sur cet océan de glace. Ma vue se trouble, ma respiration s'accélère, mon cœur bat plus vite. La moto tient le coup et moi aussi. Quelle sensation incroyable que d'être le premier à piloter une Harley dotée de skis sur l'océan Arctique. Je dois rester concentré encore 10 000 km avant de retrouver mes proches. Je passerai par le musée Harley de Milwaukee, raconter l'histoire de ma machine.